Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mr. Anyone. Dans ce podcast, nous tâchons de vous parler en détail de la biographie d'un tueur en série pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Sans fascination ni glorification, nous racontons leur parcours et essayons de donner des clés pour appréhender ces parcours terrifiants et sidérants. Nous avions consacré notre premier épisode à Ed Kemper et ça nous a valu énormément de retours positifs pour lesquels on vous remercie chaleureusement. Alors aujourd'hui, on se penche sur le cas de deux meurtriers dont les exactions ont choqué la France entière au cours des dernières années. Et ces deux meurtriers sont Michel Fourniret et Monique Olivier. Michel Fourniret fait partie des 3 Français condamnés à la perpétuité réelle, fait exceptionnellement rare, même s'il s'agit en fait d'une peine incompressible de 30 ans avant toute demande de libération. Lui et sa femme ont fait preuve d'une cruauté et d'une perversion rarement observées, à tel point que ça a même chamboulé Stéphane Bourgoin, qui en a pourtant vu d'autres, comme vous le savez sûrement. Leur parcours criminel connu porte sur le meurtre, mais également souvent le viol de 10 femmes, pour la plupart des enfants ou des très jeunes femmes. Je vais juste énumérer leurs prénoms: Isabelle, Farida, Marie-Angèle, Fabienne, Jeanne-Marie, Elisabeth, Johanna, Natacha, Céline et Maniana. À ces crimes sordides s'ajoutent des viols, des enlèvements, même des violences crapuleuses, et on ne sait probablement pas encore tout de son parcours. Donc c'est avant tout aux familles et aux victimes que nous pensons en réalisant cette émission, en espérant que les circonstances dont a pu profiter Michel Fourniret et Monique Olivier pour commettre leurs crimes horribles ne se reproduisent plus. Cette intro était un peu dure, mais elle me paraissait nécessaire. Mes co-chroniqueuses et co-chroniqueurs sont là. Comment allez-vous ? Après cette intro un petit peu pesante, j'en suis conscient, mais bon, je pense qu'on était un petit peu obligé d'en passer par là, vu l'énormité du sujet qu'on va traiter. Je vais faire un petit tour de table. Mélissa, bonjour. Salut, vous allez bien ? Bah écoute, autant que faire se peut, on va essayer de traiter au mieux ce sujet délicat et en même temps hyper important, je pense. Oui, comme on disait tout à l'heure, c'est une histoire que je trouve super glauque. J'ai vachement de mal à chercher des infos dessus, parce que je dis pas que les autres histoires de serial killers ne sont pas glauques, mais là je trouve qu'il y a une espèce de banalité affreuse qui... j'ai pas aimé faire ces recherches, donc j'espère que vous aimeriez écouter le podcast. Ouais, je pense. Alors à ma gauche, j'ai quelqu'un qui n'était pas là dans la dernière émission. Si vous avez écouté tous les podcasts que j'ai déjà fait, vous connaissez quand même sa voix. C'est Florence. Bonjour Florence, comment ça va ? Bonjour, ça va, je suis contente d'être avec vous, malgré les circonstances et le sujet qu'on va évoquer. On va essayer d'en parler. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de criminologie ou même des psychopathes, mais je veux bien prêter mon cerveau de psychologue pour réfléchir à ce sujet-là, essayer de prendre du recul et de comprendre, voilà. Très bien. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre un peu au débeauté en plus, pour apporter ton éclairage. À ma droite, j'ai aussi un nouveau venu dans l'émission. Manu, bonjour. Salut. Merci déjà de m'accueillir. Moi, ce que je vais pouvoir peut-être apporter, en tout cas essayer d'apporter, c'est que l'année dernière, en tant que chroniqueur judiciaire, j'ai assisté à au dernier procès de Monique Olivier et Michel Fourniret, et du coup je pourrais essayer de vous parler un petit peu de les impressions que j'ai ressenties, aller voir de si près et ce que j'ai pu peut-être comprendre, ou en tout cas essayer de comprendre de ces deux personnes au cours du procès. Très bien, merci aussi de nous avoir rejoints sur cette émission. Avec plaisir. Et puis Pierre, que vous avez déjà entendu dans la dernière émission par contre. Comment ça va ? Écoute, ça va. C'est pareil, sujet difficile, mais c'est important de traiter, surtout après Kemper. C'est des profils vraiment très différents. Et pour le coup, sans justement faire une sorte d'éventail des tueurs en série, c'est intéressant de voir en fait ce qui les motive et comment en fait il a pu justement pas du tout fasciner lui. C'est plus une sorte de repoussoir qu'une fascination. Ouais. Oui, tu voulais dire quelque chose, je t'en prie. Non, que juste par contre, ce qui est quand même très très particulier dans l'affaire Fourniret, plus que Fourniret lui-même, je pense que c'est la présence, c'est le couple en fait. Ça c'est quand même assez rare dans les annales criminelles d'avoir un couple aussi diabolique. Ouais, absolument. Ouais. On va y revenir d'ailleurs, pour vous énoncer un petit peu le programme de l'émission. Mélissa nous a préparé
une petite chronologie de tout ce qui s'est passé pour Michel Fourniret et Monique Olivier, en tout cas de ce qu'on sait, puisqu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre à l'heure actuelle. Ensuite, pour ma part, j'essaierai de vous parler un petit peu de la partie judiciaire et enquête, parce que c'est une affaire qui a soulevé beaucoup de questionnements sur l'efficacité ou non des services de police. Ensuite, Mélissa nous parlera de Monique Olivier un petit peu plus en détail et de la dynamique du couple Olivier-Fourniret. Et puis, en fin d'émission, Pierre va tenter de dessiner les contours du profil psychologique de Michel Fourniret. Ouais, en quelques minutes, résumer ça en quelques minutes, ce qui ne sera pas une mince affaire. On lui souhaite déjà bon courage par avance. Bon, eh bien, écoutez, on va commencer par essayer d'énumérer un petit peu l'histoire, que vous ayez quelques repères chronologiques pour les éléments sur lesquels on va revenir tout au long de ce podcast. Donc je passe la parole à Mélissa. La presse l'a surnommé le forestier des Ardennes ou l'ogre des Ardennes. Michel Fourniret, né en 1942 à Sedan, est un violeur, pédophile et tueur en série français, indissociable de sa femme, Monique Olivier. Ils ont sévi entre la France et la Belgique pendant plus de 10 ans, brouillant les pistes avec une audace folle, profitant des faiblesses du système. Michel Fourniret n'est pas un monstre, mais le tueur en série le plus abouti, pour reprendre les mots d'un psychiatre, le plus abouti dans le sens où il a atteint le paroxysme de dangerosité et d'incurabilité. Il dit de lui-même qu'il est un être mauvais, dénué de tout sentiment humain. Il n'a d'ailleurs montré aucun remords devant les familles de ses victimes. De son enfance, on ne sait pas grand-chose car l'intéressé n'est pas très loquace. Il oscille entre la sanctification et la condamnation de ses parents, tour à tour formidable et méprisable, et évoque aussi le choc d'avoir vu une fois sa sœur déféquer dans un seau. On sait que son éducation fut très religieuse, la figure de la Vierge Marie et a fortiori de la pureté féminine en général sont mises sur un piédestal. À l'école, certains élèves le décrivent comme un fourbe qui leur pique des stylos, des livres et de l'argent. À 20 ans, Fourniret est envoyé en Algérie, dans l'aviation selon ses dires. À son retour, il se marie avec une femme avec qui il a correspondu de façon romantique, Annette. Femme indépendante de 7 ans son aînée, elle a déclaré a posteriori « C'est sûr qu'il n'aurait pas eu d'ascendant sur moi, je ne l'aurais pas supporté ». Elle dira aussi qu'il manquait d'affection, que c'était un travailleur acharné qui voulait réussir, et qu'elle percevait comme attrayant l'avenir avec lui. En effet, Fourniret est prêt à tout pour faire oublier la figure du petit Fourniret de son enfance. Il passe un CAP de dessinateur industriel par correspondance, il lit, il écoute du classique. Selon un de ses collègues de l'usine, il avait les capacités pour devenir ingénieur. Les gens qui le côtoieront s'étonneront de son élocution parfaite, de son usage du vouvoiement. En 1967, après une première condamnation pour des attouchements sur une fillette, Annette le quitte. Fourniret se balade alors de petit job en petit job, où ses gigantesques mains font de lui un ouvrier consciencieux, intelligent et habile, mais aussi prétentieux et imbu de lui-même, qui refuse de bosser sur ce qui ne relève pas de son niveau. En 69, il rencontre sa future femme Nicole, sa deuxième femme, qui décrira 30 ans plus tard qu'à cette époque, tout allait bien, sauf quand le ciel s'assombrissait d'un coup de colère. Je cite. Ils font ensemble 3 enfants, qu'il élève de façon autoritaire, leur imposant de lever le doigt pour parler, et aussi de ne jamais parler pour ne rien dire. Elle racontera les provocations dominatrices de son mari envers un peu n'importe qui, pour rabaisser et humilier, qui à elle lui faisait honte. Un jour, Michel lui dit « Toi, je ne te posséderai jamais entièrement ». Arrêté en 84 après un kidnapping, il va avouer de son propre chef 15 agressions sexuelles sur des mineurs depuis 1977 et sera envoyé en prison. C'est là où il va rencontrer Monique Olivier, celle avec qui il violera et tuera. Son chemin criminel le conduira aussi à tuer par appât du gain pour récupérer une partie du trésor du gang des postiches, aussi dingue que cela puisse paraître. Ses nombreux déménagements rendront très difficile son arrestation, et entre 1987 et 2001, lui et Monique feront 11 victimes, même si de nombreux doutes demeurent encore sur des affaires non résolues, et notamment la très médiatisée disparition d'Estelle Mouzin en 2003. Bon, merci Mélissa. Ça brosse un portrait d'ensemble. Je pense qu'on aura beaucoup l'occasion de revenir sur plusieurs étapes de sa vie, mais on a quelques repères.
Bah du coup je vais enchaîner en fait avec, comme je vous disais tout à l'heure en intro, quelques points liés à la procédure qui m'ont interpellé, je pense tous les gens qui ont travaillé sur ce sujet. N'hésitez pas à intervenir, enfin pas vous les auditeurs parce que vous pouvez pas, mais vous pourrez après, sur les réseaux sociaux, mais autour de cette table. Donc l'affaire Fourniret a été une affaire extrêmement compliquée pour la police et pour la justice, et qui a fait évoluer beaucoup de choses au sein de l'organisation de l'enquête, et notamment du profiling en France. Stéphane Bourgoin dit qui est un peu quand même notre référence absolue. Stéphane Bourgoin dit qu'il y a vraiment eu un avant et un après l'affaire Fourniret en France, notamment sur l'acceptation du terme tueur en série, qui d'après lui n'était pas du tout accepté, ou assez peu accepté en France jusque-là. Donc à la fin du deuxième livre que Stéphane Bourgoin a consacré à Michel Fourniret, on peut lire que des efforts ont été réalisés pour combler les lacunes de la justice en matière de lutte contre le crime en série, notamment le retard de la justice en matière de coopération entre services d'enquête français, puisque les services de la police et de la gendarmerie sont constitués d'une myriade de services qui communiquent pas forcément les uns avec les autres. Aussi la coopération internationale, puisque on y reviendra, mais Michel Fourniret a sévi des deux côtés de la frontière belge et française, et dans plusieurs régions françaises. Et puis sur la connaissance des tueurs en série, notamment après cette affaire, il y a eu des fichiers centralisés qui ont été mis en place, qui permettent justement de répertorier le profil et les signatures des différents crimes pour réussir à les relier plus facilement. Alors plus spécifiquement, il y a beaucoup de questionnements autour de ratés éventuels de la police à plusieurs moments. Ça a commencé avec le viol de Daïna Le Guénan, qui est une personne importante quand on parle de Michel Fourniret. Daïna Le Guénan, c'est une des premières victimes de Fourniret dans son côté pervers sexuel, puisqu'il l'a kidnappée alors qu'elle avait que 14 ans en 82. Et il fait partie des 15 exactions avouées par Fourniret quand il sera arrêté en 84, dont Mélissa parlait, et sur ces 15, il sera condamné pour 6. Ce qui est très, très frappant et très dur quand on lit l'histoire de Daïna Le Guénan, c'est que elle a été, on était en 84, j'ose espérer qu'on a fait beaucoup de chemin par rapport à ça depuis, mais elle a été extrêmement mal reçue par la police. Quand elle est venue raconter qu'elle a été enlevée par Fourniret, qu'elle a été violée, elle est restée 2 ans sans savoir ce qui se passait. Quand 2 ans plus tard, Fourniret a été arrêté parce qu'il a apparemment commis l'erreur de s'en prendre à la petite amie d'un gendarme, ce qui a beaucoup accéléré l'enquête. Elle s'est retrouvée face à un avocat qui lui en a mis plein la tronche en lui disant « mais vous étiez consentante », etc. Enfin voilà, il y a tout un volet de culpabilisation qui a été porté sur elle. Elle en a fait 3 tentatives de suicide. Et aujourd'hui, Daïna Le Guénan est présidente d'une association qui s'appelle Victimes en série, et qui essaye d'aider les victimes de ce genre de personnes, quoi. Donc déjà là, à l'époque, ça a été quelque chose où avec le recul, plus de 30 ans plus tard, on se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Mais c'était vraiment un manque de preuves, ou c'était vraiment juste toutes les personnes qui sont venues, justement, il y a la moitié qui ont été bien reçues ou mal reçues, ou c'est vraiment juste un manque de preuves Alors je saurais pas dire exactement, mais visiblement c'est aussi beaucoup, c'est souvent la difficulté dans ces affaires-là, c'est que c'est les victimes qui sont pas toujours crues, quoi. Ouais. Et après, une pression psychologique sur la victime. Vas-y, je t'en prie. Après, ce que j'ai remarqué aussi avec Fourniret, et ce qui rend difficile l'interprétation de ses aveux, c'est que là déjà, il s'était fait arrêter pour le kidnapping d'une jeune fille, et il va avouer 15 viols. Ce qui est quand même déjà assez frappant. Enfin, pourquoi est-ce qu'il avoue il n'a pas avoué spontanément, mais il a quand même craqué assez facilement. Il a avoué ses 15 viols. Et en fait, on remarquera souvent après dans le profil de Fourniret que c'est difficile de se fier à ses aveux, parce que il a tendance ou à nier des choses qu'il a faites, ou au contraire à se glorifier de choses qu'il n'a pas faites.
En fait, ce qu'il adore, c'est l'attention. Et donc, il a été condamné pour 6 viols. Mais c'est difficile de vraiment savoir si c'était parce que vraiment il y en avait eu que 6 et qu'en fait, pour les autres, il se glorifiait, ou est-ce que la justice est passée à côté de tout le reste. Ouais, c'est difficile à savoir. Après, par rapport, là je regardais ce qu'on appelle le procès du viol, qui est un procès qui a requalifié en fait le viol en crime et non pas en délit, puisqu'avant avant 74 ça l'était. Et en attentat à la pudeur. Ça a été requalifié en attentat à la pudeur, non, c'est l'inverse. Pour Daina Le Guénan, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, en 74, il y a eu cette affaire Tonglet-Castellano, où en fait, c'était deux campeuses qui étaient ensemble, qui se sont fait violer des heures durant par 3 mecs, etc. D'ailleurs, l'avocat des trois hommes, c'était Gilbert Collard. Tiens. Ah oui, étonnant. Et voilà, et big up. Et du coup, et en fait, le procès est ce qui a permis de requalifier en fait le viol en crime et non pas en délit. D'accord. Et donc du coup, c'est seulement en 74. Donc en fait, on est encore très très proche. On est là-dedans. Et donc du coup, ça paraît au regard du contexte historique logique que si peu d'intérêt était porté à ça, alors que c'était limpide qu'il l'avait fait. Quoi. Ouais. Après, donc Fourniret sera quand même condamné à 7 ans de prison, dont 5 fermes. Il en fera 3,5 pour 6 viols ou actes de prédation sexuelle ou enlèvement. Bon. En prison, il rencontre par correspondance Monique Olivier, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Et en sortant de prison, il commet son premier meurtre sur la personne de la jeune Isabelle, qui avait 17 ans, je crois, à ce moment-là. Donc Isabelle, qui est enlevée et assassinée par Michel Fourniret et Monique Olivier, avec la complicité de Monique Olivier. Sa disparition est signalée tout de suite par la famille et assez rapidement, en fait, l'enquête va être classée sans suite. Parmi les choses qui vont beaucoup choquer notamment la famille, il y a le fait que ça s'est déroulé à quelques kilomètres du lieu de vie de Michel Fourniret, de là où il avait déjà commis ses premiers forfaits, et les délinquants sexuels de la région n'ont pas été interrogés. Donc c'est sans doute quelque chose qui se reproduirait plus maintenant, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui interpellent un petit peu. C'est une époque où il n'y avait pas encore de fichiers. Ouais. Mais c'était vraiment local, donc voilà. Officiellement, il n'y a pas de meurtre et d'enlèvement répertoriés entre 1990 et 2000. C'est une zone blanche qui interpelle beaucoup toutes les personnes qui ont travaillé sur le dossier Fourniret. On soupçonne qu'il y a bien eu des exactions à ce moment-là, mais on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que en fait, Michel Fourniret a été arrêté pour des meurtres qu'il a commis en Belgique entre 2000 et je sais plus exactement 2000 et 2002, parce qu'il a été arrêté en 2002, je crois. Et techniquement, ce qui s'était passé entre 97 et 90 était censé être frappé par la prescription. Parce que jusqu'à 2017, la prescription pour un homicide en France était de 10 ans, ce qui là aussi était quelque chose d'assez effarant et surprenant. La loi a changé, maintenant c'est passé à 20 ans. Néanmoins, la justice a réussi à ne pas faire tomber ce qu'il a fait entre 87 et 90 dans la prescription par ce qu'ils ont appelé la connexité des meurtres, je crois, qui permettait de rapprocher dans une même affaire en fait tout ce qui s'est passé entre 87 et 2000, donc heureusement. Alors ceci dit, je crois que la prescription en fait elle court à partir du moment où il n'y a plus d'acte d'enquête. Et que donc on peut passer outre la prescription en relançant régulièrement l'enquête si on a une nouvelle piste par exemple, ce qui permet quand même de juger des crimes qui ont eu lieu même il y a 50 ans si entre temps l'enquête a toujours été nourrie, quoi. Oui, il y a des cabinets qui sont spécialisés là-dedans, qui font des relances régulières pour d'affaires qui n'ont jamais été résolues dans l'espoir que ça puisse être jugé un jour. Mais effectivement, ça serait étonnant que pendant une période de 10 ans, il ait rien fait du tout. Enfin, à part effectivement un choc personnel où justement, s'il avait été par exemple pisté par la police, il aurait pu avoir un coup d'arrêt. Là, c'est étonnant effectivement que pendant 10 ans, il n'a pas de raison particulière d'avoir arrêté de perpétrer des enlèvements. Ça paraît extrêmement étonnant. Oui, alors surtout que c'est pas la... Pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Oui, puis surtout c'est pas la parole de Monique Olivier qui disait il travaillait beaucoup pendant ce temps, qui peut servir de quoi que ce soit de probant au final, parce que c'est ce qu'elle a dit, que en gros il travaillait beaucoup, mais
Pour revenir sur cette période de 10 ans, du coup, donc tu as parlé du trésor des postiches. C'est du gang des postiches, c'est une histoire complètement imbracable. C'est une histoire complètement incroyable. C'est que donc Michel Fourniret a été en prison, mais assez peu en plus, assez courtement, voisin de cellule, ou en tout cas dans la même prison que Jean-Pierre Helgouarch, qui était lui-même un type qui était proche du gang des postiches, mais sans même en faire partie lui-même. Je regarde Manu parce que je sais qu'il connaît bien le sujet. Et Jean-Pierre Helgouarch a proposé à Michel Fourniret, à sa sortie de prison, d'aller récupérer le trésor, ce pactole pour lui, en complicité avec sa fiancée, la fiancée de Jean-Pierre Helgouarch, qui s'appelait Farida Hamish, et de faire ça ensemble et de se partager le butin. Alors je crois, ceci dit, par contre, que Michel Fourniret ne savait pas qu'il s'agissait du trésor du gang des postiches. Oui, d'accord. Okay. Il savait qu'il y avait un trésor. Il savait qu'il y avait de l'argent, en tout cas. Voilà, il savait pas d'où ça venait. D'accord. C'était juste, je crois qu'il parlait juste d'un Italien qui avait caché quelque chose. C'est ça. Précis, c'est ça. Et donc en sortant de prison en 87, après avoir tué la jeune Isabelle, Jean-Pierre Fourniret prend contact avec Farida Hamish et avec la complicité de Monique Olivier part à la recherche de ce trésor qui est constitué de plusieurs kilos de lingots d'or. Enfin, c'est un truc qui était enterré dans dans un cimetière derrière une tombe. Et donc ils sont venus à la nuit tombée avec des outils, des pelles, etc. pour déterrer un trésor de dizaines de lingots d'or qui avait été volé donc par le gang de braqueurs, quoi. C'était le fruit de dizaines de braquages. C'est complètement surréaliste. Et alors, il y a deux choses très importantes qui vont découler de ça. La première et la plus terrible, c'est l'assassinat de Farida Hamish pour s'approprier l'intégralité du trésor. Et Jean-Pierre Helgouarch mettra plusieurs années avant de réaliser et de comprendre que c'était Michel Fourniret qui avait fait le coup. Mais même Michel Fourniret et Monique Olivier vont jouer tous les deux une comédie terrible parce que évidemment Jean-Pierre Helgouarch, ne recevant plus de nouvelles de sa femme, va évidemment s'inquiéter. Michel Fourniret et Monique Olivier vont venir le voir plusieurs fois en prison pour le rassurer, lui dire oui, elle est partie mais on va la chercher, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils vont même partir ensemble avec la famille de Farida sur les routes de France en se disant elle est peut-être partie à Bourges. Alors ils ont consulté des magnétiseurs qui leur ont dit elle est peut-être, je crois qu'il y avait une histoire comme ça où qui leur ont dit elle est peut-être à Bourges. Ils sont partis avec la famille, mais avec les petites filles en plus, et c'est ça qui est les petites filles au procès se souvenaient que finalement de la chance qu'elles ont eue parce qu'elles sont restées je crois qu'il y avait 2 petites filles qui sont restées pendant 8 heures en voiture avec Monique Olivier et Michel Fourniret, et heureusement il leur est rien arrivé. Il y en a une qui se rappelle d'ailleurs notamment que il y a eu un moment très bizarre où Michel Fourniret les a emmenés dans une maison et au moment où l'ambiance tout d'un coup s'est tendue, il y avait quelque chose de très bizarre et Monique Olivier a fait un signe de non de la tête. Et ils sont ressortis de la maison et ils ont repris le trajet. Donc, donc on peut imaginer qu'on n'est pas passé loin d'un autre meurtre. Et donc ils ont continué comme ça de jouer la comédie auprès de Jean-Pierre Helgouarch pendant très très longtemps, des mois voire des années, à lui faire croire qu'il cherchait Farida Hamish alors qu'il l'avait assassinée. Ouais. Et Farida Hamish n'a jamais été retrouvée, son corps n'a jamais été retrouvé. Fourniret n'a jamais voulu dire ou n'a jamais pu dire, on ne sait pas où était le corps. Lui dit qu'il s'en rappelle pas, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et ce qui est un peu terrible aussi, c'est que, pareil, la plainte de Helgouarch a été classée sans suite dans les années 90. Il n'y a pas eu vraiment de recherche. Ça fait un autre crime qui a été où on se demande qu'est-ce qui s'est passé en fait, quoi. Ouais, alors évidemment, ce qu'essayait de défendre Helgouarch et sa famille au cours du procès, c'est que Helgouarch étant un ancien braqueur et sa femme étant arabe, finalement la justice et la police ont jugé bon de ne pas trop s'y intéresser. Eux c'est comme ça qu'ils l'analysent évidemment, la justice. Qu'est-ce que c'est pareil par rapport à Helgouarch, il s'est pas méfié lui non plus en fait. Pour lui, ce qu'il disait, c'est qu'il le voyait comme une sorte d'amuseur en fait. Il disait c'est un mec qui est innocent. Je pourrais avec ma femme récupérer le trésor. Il est content de le faire, il n'y aura pas de problème. Et effectivement, c'est là où c'est complètement fourvoyé en fait. Il le prenait pour un bouffon en fait. C'est ça, exactement. Ouais.
Et alors, donc ça c'est dans cette affaire de trésor, c'est la première chose un peu étonnante d'un point de vue justice procédure. Et la deuxième chose qui est encore plus frappante, c'est que avec cet argent, Michel Fourniret a acheté un château, le château du Sautou, à la frontière belge, enfin côté français. Et alors, avec cet argent, en fait, grâce à cet argent, Fourniret et Olivier n'ont plus jamais travaillé. Ils étaient au RMI. Et en étant au RMI, ils se sont fait redresser fiscalement. Et ils ont eu un redressement de 600 000 francs ou euros, je ne sais plus. Et ça a éveillé l'attention de personne en fait. Qu'un type au RMI s'achète un château en liquide et se fasse rattraper par le fisc, personne a eu l'idée d'enquêter dessus et ça paraît fou quand même. Ouais, mais ça, rien que ça, oui, il a acheté le château en liquide, c'est-à-dire avec une mallette de billets et aujourd'hui, je pense que ce serait plus possible. Enfin, de se dire qu'il y a personne qui se pose une question quand il y a quelqu'un qui amène je sais pas combien de millions en... Aujourd'hui, tu fais un prêt pour acheter une maison, il te demande d'où vient l'argent sur ton compte, qui n'a jamais quitté ton compte en fait. Il te demande de... Non mais c'est dingue. Bon voilà, c'est des choses qui paraissent vraiment étonnantes. Après, il y a eu d'autres choses un peu étonnantes dans son parcours meurtrier, comme le cas de Céline Saison qui a été kidnappée et assassinée. Elle venait d'avoir 18 ans, donc elle était majeure, donc l'enquête n'a pas démarré avant 48 heures. Enfin là aussi, il y a eu beaucoup de lenteur dans la procédure et difficile à comprendre. Maintenant, voilà, voilà, là avec ça, j'ai amené la partie un peu dubitative de ce que sur l'action de la justice et de la police. Maintenant, il faut bien dire une chose, c'est que pourquoi aussi Fourniret a pu rester impuni pendant aussi longtemps, c'est aussi parce qu'il est extrêmement atypique dans son comportement, et ça, je pense que Pierre en parlera plus tard, mais c'est quelqu'un qui changeait tout le temps de lieu, de mode opératoire, qui est passé de la Belgique à la France, qui parfois a profité, alors on ne sait pas si c'était volontaire ou pas, mais de l'activité d'autres tueurs en série pour mêler ses propres actions aux leurs. Donc il y a eu des associations entre notamment ses propres victimes et celles de Émile Louis ou de Pierre Chenal, je crois. Donc ça rendait la tâche extrêmement compliquée. Finalement, c'est tout un système qui n'est pas adapté à attraper un Michel Fourniret en fait. Donc oui, c'est quand même des choses qui rendaient la tâche extrêmement difficile et où on peut penser que maintenant, Stéphane Bourgoin disait que maintenant Fourniret serait arrêté en 1 an. Donc espérons qu'il ait raison. T'as l'air moins confiant que Stéphane. Non, mais ouais, parce que moi, ce qui m'étonne pas dans la difficulté de la justice, c'est qu'en fait, faut voir qu'un cas comme celui de Michel Fourniret, mais comme les cas de tueurs en série de manière générale, c'est quand même extrêmement exceptionnel. Et qu'en fait, la justice, elle est pas conçue à la base pour travailler sur ces cas-là. Ouais. Et donc forcément, quelqu'un qui a le caractère vicieux et vraiment la volonté de faire du mal intelligemment comme Michel Fourniret peut trouver des failles, et à mon avis aujourd'hui il les trouverait comme il les trouvait hier, c'est-à-dire que si on a un minimum de jugeote, c'est terrible de dire ça, mais Michel Fourniret en fait était plutôt intelligent dans sa manière de commettre ses crimes, on peut dérouter la police et la justice qui ne s'attend pas en fait à un tel profil. Ouais, absolument. Alors Stéphane Bourgoin dit que les crimes de tueurs en série représentent quand même 8% des homicides en France, donc je pense que lui, il est assez engagé sur ce point-là aussi, parce que c'est un vécu personnel aussi pour sa part. Mais oui, je pense que tu résumes bien. Enfin, c'est effectivement, c'est tellement particulier, tellement exceptionnel que... je pense qu'en général, dans tous les cas de... Alors pour les enlèvements de petites filles, effectivement, la police doit chercher cette piste-là, mais dans les meurtres de femmes, par exemple, en général, les policiers ils savent que dans 90% des cas, ça va être le mari ou le conjoint, quoi. Donc... Oui, à la fois, nous évidemment on était un peu sur ça aussi, mais quand Xavier Dupont de Ligonnès, ça fait 8 ans qu'il est en cavale, quoi, ce monsieur. Enfin, où est-ce qu'il est, quoi? Bon, je pense qu'il est mort, mais... ça c'est juste... il y a une chose aussi importante dans cette histoire, c'est l'arrivée de l'ADN, en fait, graduellement, qui a commencé à arriver petit à petit dans l'arsenal judiciaire. Ça a commencé dans les années 80 avec l'affaire du grêlé.
Il faut savoir qu'actuellement, ont été recueillis 6 ADN inconnus dans la fourgonnette de Michel Fourniret. Alors, ça donne lieu à un certain nombre de spéculations. Alors, ça peut pas être celui d'Estelle Mouzin, si j'ai bien compris. On va même jusqu'à le soupçonner d'être impliqué dans l'affaire du pullover rouge, du meurtre qui a conduit Christian Ranucci sur l'échafaud. Bon, ça paraît peu probable, là, pour le coup, mais sait-on jamais. Et donc oui, j'ai parlé d'Estelle Mouzin. Je voudrais conclure ma petite partie là-dessus. C'est le gros point d'interrogation. En ce moment, Michel Fourniret et Monique Olivier sont interrogés par je crois, le 7e juge d'instruction qui a été nommé dans l'affaire Estelle Mouzin. Pour un éventuel pour un soupçon fort de leur implication là-dessus. Monique Olivier a dit par le passé qu'ils étaient impliqués. Après, je crois qu'elle s'est rétractée. Mais même lui aussi, je crois. Ouais, il avait écrit une lettre, je crois. Ouais, voilà, pour avouer et puis dire non, en fait non. Ouais. Mais bon, comme d'habitude avec Fourniret, c'est... On sait jamais, mais... en tout cas, ça pourrait tout à fait correspondre à ce qu'on sait maintenant de son mode opératoire, c'est-à-dire aller frapper un peu n'importe où au hasard en France. Il a un alibi qui tient vraiment à quasiment rien sur un coup de fil qui a été passé à son fils, dont lui-même le fils en question ne s'en rappelle pas. Enfin, le fils en plus, il parle très peu par rapport à ça. Et il est considéré comme une victime en plus, donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ouais, absolument. Donc Estelle Mouzin qui avait disparu au début des années 2000 et dont on n'a jamais eu la moindre trace, la moindre piste, enfin absolument rien de rien, quoi. Et puis ça serait étonnant en plus qu'il parle maintenant. Enfin, là pour le coup, il a rien à gagner. Il a même pas gagné une sorte de célébrité en fait. C'est-à-dire que là, à part se mettre en avant et faire le yo-yo, en fait, effectivement, entre c'est moi, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas moi, pour je pense juste se donner de l'importance. C'est vrai qu'il a aucun intérêt à avouer, clairement. Ouais. Donc c'est pas de preuve directe, c'est compliqué. Je pense vas-y, je t'en prie, Manu. Ce que nous expliquaient donc les psychiatres, les psychologues, c'est qu'effectivement lui, il continue il est très probable qu'il garde des crimes sous sa manche entre guillemets pour les avouer au compte-gouttes, parce que pour que jamais la porte ne se referme sur lui, parce que le jour où on fermera définitivement la porte Michel Fourniret, probablement, nous disaient les psychologues et les psychiatres, qu'il se suicidera en fait. Oui, parce qu'il le rattrape clairement. Voilà. Et donc en attendant, il joue ou à avouer des crimes qu'il n'a pas commis, ou à avouer des crimes qu'il a commis, et puis il laisse la police chercher, il attend qu'on lui demande, qu'on le supplie. Il aime beaucoup qu'on le supplie là au procès pour Farida. La famille a passé son temps à le supplier pendant tout le procès de dire où était le corps. Il adore ça en fait. Et c'est très très difficile d'être face à ça. Ouais. Mais est-ce que justement elle, c'est pas un peu son graal entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment ça qui rend dernier, parce qu'il sait que c'est vraiment ce que tout le monde attend et que du coup il va peut-être avouer d'autres crimes avant celui-ci en fait. Après il y a tout un mécanisme très 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 complexe qui se met en place entre les enquêteurs et lui. Lui arrive quand même, heureusement, de temps en temps à se faire manipuler, mais malgré ce qu'il croit. Lui se pense supérieurement intelligent, mais les enquêteurs aussi expliquent, et les psychiatres aussi, assez finement comment eux-mêmes arrivent à le piéger. C'est quelqu'un aussi qui avoue quand il peut pas faire autrement, parfois, quand y a des éléments qui sont là, ou qui avoue quand il croit que la prescription est en place. Mais c'est ce qui s'est passé, ouais. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui sait cacher des corps, en fait. Et c'est terrible parce qu'on n'en a pas parlé, mais il a eu aussi dans ce jeu de chat et de souris qu'il adore mettre en place avec la justice. Il y a eu tout l'épisode des fouilles dans la cour du château où il a fait exprès, vraisemblablement, de faire creuser à des mauvais endroits, à droite, à gauche, machin. Et puis à la fin de la journée, il a dit « Ah si, je me rappelle, c'est là. » Et là, on a retrouvé un corps, parce qu'il a bien daigné, il a bien voulu au bout d'un moment. Et puis il dessinait, il montrait où c'était un peu lui qui lidait le truc. Apparemment, et puis en plus, il prenait un réel plaisir, c'est-à-dire il a demandé un hélicoptère pour survoler la zone, pour savoir, mais c'était juste pour jouer, quoi. C'était pour avoir un hélicoptère, parce que ça le faisait marrer d'arriver à lui, Michel Fourniret, dégoter un hélicoptère, quoi. Voilà. Florence, tu voulais dire quelque chose ? Ouais.
En fait, dans ce que vous êtes en train de dire, ce qui joue souvent, c'est la notion de pouvoir, en fait. Le fait qu'il garde des informations que pour lui, qu'il les donne que quand lui, il le décide, c'est pour garder le pouvoir, en fait. Et que du coup, on voit qu'il y a en jeu des choses en lien avec soit la mégalomanie, ou du moins le narcissisme, où lui, c'est un des moteurs de sa vie de sentir qu'il peut être supérieur, ou qu'il a le pouvoir sur les autres. Mais ça se ressent, je veux dire, moi comme je le voyais au procès, c'était presque palpable, tellement il y a des gens comme ça, même on peut tous l'être un petit peu, je veux dire, c'est un mécanisme psychologique qui doit être un petit peu commun, mais là c'est frappant à quel point ça sonne presque dans chaque mot qu'il dit, où on voit ce jeu et ça en devient même très très agaçant, quoi. Oui, je pense qu'il doit jouir beaucoup de sentir qu'il y a des gens qui dépendent de sa parole, en fait. C'est exactement ça, c'est exactement ça, et c'est le narcissisme revient souvent dans l'analyse psychologique, et je pense que Pierre en parlera. Et oui, il y a toujours le sentiment de toute puissance. Alors c'est quelque chose qui revient souvent dans le profil des tueurs en série. Et pour conclure sur cette partie-là, et pas trop empiéter sur la future partie de Pierre, dans son analyse, le psychiatre explique que c'est quelqu'un qui se répète ses crimes même après, en fait. Et c'est une façon, pour lui, le fait de faire tout ça, d'avouer petit à petit, c'est une façon de continuer de se répéter de ses crimes, en fait. C'est comme beaucoup de tueurs en série, il revit en fait directement ses crimes. Donc voilà, bon, c'était la partie... j'ai fait le choix de mettre en avant quelques éléments, parce que sinon on pourrait y passer la nuit, sur la partie police-justice. Et sur ce, je vais passer la parole à Mélissa, qui va nous parler de ce couple. Oui, en fait, là on a beaucoup parlé du coup de Michel Fourniret, mais selon beaucoup d'acteurs autour du procès, bref, autour de ces événements, Monique Olivier, elle est encore plus intrigante quelque part que son mari, parce que elle a tellement de rôles, tout à la fois elle est muse, elle est complice, elle est rabatteuse, elle est préparatrice, mais aussi dénonciatrice. Et du coup, au final, celle qui se décrit comme avant tout victime soumise, peut-être que c'est probablement pas ce qui la caractérise au global. Donc pour parler un petit peu de leur rencontre, il y a cette citation de Monique, donc Fourniret, quand je l'ai connu, j'étais plutôt à la dérive, j'avais besoin d'une bouée de sauvetage, je lui ai raconté ma vie et il s'est rendu compte que j'étais une bonne proie, quelqu'un de facile à manipuler, et voilà. Donc, comme on l'a déjà évoqué, au milieu des années 80, Monique, elle se lie rapidement par voie épistolaire avec Fourniret. En fait, elle répond à une petite annonce dans un journal chrétien. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Il faut noter qu'au moment où Monique s'attache à Fourniret, elle sait qu'il a déjà commis plusieurs viols sur mineurs, donc il lui dit très rapidement. Et l'avenir, quelque part, est écrit en fait dans leur correspondance, noir sur blanc. Eux deux, ils s'appellent les deux grands fêlés. Et en fait, ils fantasment tout simplement, ils planifient leur future vie qui sera faite du coup de vols, d'enlèvements, de meurtres. Elle lui écrit carrément « Je suis prête à te seconder en tout. Tu sais que c'est avec plaisir que j'exécuterai tes ordres et te seconder me ferait plaisir. » Ils font même un pacte en fait, un pacte. Fourniret en fait doit liquider 3 types, donc ses 2 anciens compagnons, dont l'homme donc avec qui elle a perdu sa virginité, et un SDF avec lequel c'est une histoire un petit peu dingue aussi, mais en gros son deuxième mari l'avait forcé à se prostituer, voilà. Et donc du coup en fait, et elle en échange, elle va l'aider dans sa chasse aux vierges, donc les vierges qu'il appelait aussi les membranes sur pattes, vraiment pour le détail super glauque. En fait, on peut s'étonner en fait que les courriers n'aient pas été surveillés, mais il faut savoir qu'à la prison, encore aujourd'hui, les courriers sont lus de manière aléatoire. Donc, malgré le fait qu'ils ont échangé beaucoup de lettres, en fait, elles étaient super denses, elles étaient écrites dans un style... on peut en retrouver certaines... C'est des lettres interminables et qui sont écrites du bord gauche en haut jusqu'au bord droit tout en bas, vraiment avec une écriture toute petite. Enfin, pour les lire, c'est très très laborieux, quoi. Oui, déjà dans la forme, comme tu le soulignes.
Et aussi dans la plume, en fait, c'est super codifié, c'est très bizarre à lire. Ils ont des espèces de délires un petit peu comme tous les couples, j'ai envie de dire. Et en fait, on peut se rendre compte que dès qu'il rencontre Monique, même si c'est que virtuellement, entre guillemets, Fourniret va déjà commencer à devenir un tueur en série, déjà en prison, en fait. Donc au final, en octobre 87, Fourniret va sortir de prison, et c'est là où en fait ils se rencontrent réellement, et de façon assez étonnante, tout de suite ils vont s'installer ensemble. Et 1 mois et demi plus tard, en fait, ils vont faire leur premier enlèvement, viol et meurtre, et Monique Olivier va participer de manière très active. Quand on pense à cet enchaînement du point de vue de Monique, c'est assez étrange et incompréhensible. Au final, il faut bien s'imaginer que c'est une personne qui a vécu 40 ans de sa vie la plus normale possible, enfin a priori, et ensuite... avant de se livrer à cet acte, et du coup métaphysiquement elle va distribuer par sa caution et sa participation un véritable permis de tuer, qui plus est au final c'est ça qui va donner, parce que comme on le soulignait juste avant, personne ne sera interrogé alors que c'était tout près de chez eux et qu'ils auraient pu les policiers auraient pu facilement tomber sur lui. Ça va en fait leur donner un énorme sentiment d'impunité qui va en fait les encourager tout simplement. Du coup, à partir du moment où il vit avec Monique Olivier, leur vie de couple, mais aussi leurs fantasmes vont faire rejouer la scène initiale du militaire et de la Vierge. Donc, il faut savoir que Monique Olivier aurait perdu sa virginité donc avec un militaire. Et en fait, Fourniret trouvait ça super excitant, donc il lui demandait tout le temps de rejouer ça. Il y a un avocat de la partie civile qui avait résumé il est la mèche et elle est l'allumette. Donc, en fait... elle va être sa muse et elle va lui offrir à la fois l'impunité sur le plan métaphysique et en même temps la perfection au point de vue matériel. En fait, concrètement, elle va jouer le rôle de rabatteuse, parfois même avec le bébé qu'ils ont ensemble, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc elle va elle va porter le bébé dans ses bras. Tu veux raconter peut-être tu allais peut-être raconter le coup des fois où il se servait du bébé ou de sa femme enceinte pour... Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. En fait, ensemble, exactement, ils imaginent des scénarios alambiqués. Monique, elle conduit, et puis du coup, il y a le bébé qui est sur la banquette arrière, donc elle embarque une victime, et puis en fait, Fourniret, il joue un monsieur qui fait de l'autostop avec son jerrycan vide en main, un petit peu plus loin, quoi. Donc c'est vraiment millimétré. Même dans leur rapport intime, en fait, ils vont rejouer des scènes des agressions. Une fois même, il y a Monique qui va en fait procéder à la toilette d'une petite fille terrorisée qui va descendre et qui va dire à son mari, voilà, c'est bon, retrouve-la, quoi. Et puis ça a été prouvé aussi au cours des reconstitutions, les enquêteurs étaient super choqués de se rendre compte en fait de la promiscuité qu'il y avait à la fois dans les lieux super exigus mais aussi dans la sonorisation, qui montre qu'en fait Monique est allée vraisemblablement dormir pendant que y avait des filles qui probablement hurlaient, lui demandaient de l'aide, etc. Et Monique d'ailleurs l'a dit que c'était le cas. Mais à la fois, en fait, c'est un peu grâce à elle que l'horreur va prendre fin, puisque c'est ses déclarations sur l'affaire qui vont la résoudre. Et au final, même si les motifs de ses aveux sont purement égoïstes, c'est pas elle s'est réveillée, elle s'est dit « Ah, c'est horrible », c'était parce qu'elle avait peur pour elle et son fils. Monique, malgré ça, Monique va à l'inverse de son mari, décider de tout raconter pendant le procès. C'est-à-dire que là, lui, il est plutôt mutique, elle va parler. Au niveau du procès et de l'opinion publique, sa participation va énormément choquer, parce que pour le grand public, le fait qu'une femme, et en plus de ça une mère, puisse cautionner, participer à des violences et des sévices sexuels, en utilisant même son fils, ça c'est presque inconcevable en fait. Et Monique, elle va profiter de ça pour se dépeindre en victime, donc victime de son frère, qui était le préféré de ses parents, victime de son premier mari, victime de Fourniret. En fait, elle va jouer le rôle de la femme soumise, de la nunuche, immature, dépendante, quelqu'un qui n'avait pas le choix. Elle va dire oui, c'est vrai, j'étais pas vraiment une de ses victimes, mais du coup, pour pas être une de ses victimes, j'ai été sa complice.
Quand on lui demande pourquoi vous n'avez pas dit avant, elle va dire oui, mais en fait parce que j'aurais pas vraiment su dire où étaient les corps, et puis il serait rentré de prison, il m'aurait tué, il aurait tué mon fils. Elle va se dédouaner, se victimiser en disant qu'elle a été piégée, qu'elle se sentait autant coupable, mais bon, c'était quand même pas sa faute, qu'elle avait pas de plaisir à les voir tuer, qu'elle se mettait à l'écart, qu'elle regrette. Bref, elle joue la sainte Nitouche et les voisins confirment. Elle est décrite comme soumise, peu loquace, trop calme, sous antidépresseurs, molle, dans les nuages. Comme on disait en off, elle avait pratiquement pas d'activité professionnelle, donc elle était toujours dans l'attente et elle était visiblement pas heureuse. Alors, moi j'ai l'anecdote d'un des voisins quand ils étaient quand ils habitaient donc dans le château des Fourniret, qui raconte que il voyait Monique Olivier qui passait des journées mais entières sur la terrasse du château à fumer des cigarettes et à boire du café sans rien faire, mais absolument rien. C'est-à-dire elle n'avait pas de télévision, elle n'avait pas de radio, rien du tout. Elle était juste assise toute la journée et elle avait les yeux dans le vide. Et elle passait des journées entières sans dire un mot, sans juste à fumer d'une fois de temps en temps une cigarette. Et bon, c'était, évidemment, c'était assez étonnant, quoi, même pour lui de voir ça. Ouais. Ça d'ailleurs, c'est un truc aussi. On lit un peu tout et son contraire sur l'insertion sociale supposée du couple Fourniret, parce que il y a des moments où on dit ils étaient indétectables parce qu'ils étaient bien intégrés, et puis après quand tu lis les témoignages de voisins ou de gens qu'ils ont connus, il y a que des trucs hyper chelous comme ça, quoi. Ouais. Et ça interpelle vachement, je trouve. Là, les voisins disaient aussi que quand de temps en temps ils ont été mangés chez eux et que c'était très très désagréable parce que ils habitaient dans un château, mais à l'intérieur c'était dégueulasse, et la nourriture que leur proposait Monique Olivier, c'était vraiment quelques pommes de terre qu'on cuit dans de l'eau, quoi, où tu t'attends pas du tout à ça quand t'es invité chez quelqu'un, quoi. Et ouais, c'était, donc effectivement c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Et... Après, c'est aussi un style de vie peut-être un peu que nous on n'a pas trop connu, mais qui est peut-être vachement plus lié à la génération de nos grands-parents, de vivre mais là, dans en tout un cas, truc même les voisins disaient que non, ils trouvaient ça très très bizarre. Ouais. Il y a eu l'épisode de leur mariage aussi qui est oui. extrêmement étrange. Ouais. Tu voulais en parler peut-être? Non, vas-y. Non, enfin, ils se sont mariés. Ils se sont mariés du jour au lendemain à la mairie, et ils sont allés chercher deux voisins pour servir de témoins. Et le voisin raconte, je l'ai vu dans une émission qui disait mais ils sont où les invités? Qu'est-ce qu'il dit? Non, il n'y a que toi, c'est bon, on se marie. Allez, salut, hein. Et en fait, il y a ça, il y a aussi le fait qu'il leur amenait Fourniret débarquer en pyjama le matin chez les voisins, parfois avec son fils sous le bras, en disant tu peux me garder le petit jusqu'à ce soir, puis il revenait 3 jours plus tard. Plein de trucs comme ça, en fait, hyper étranges, et où vraiment tu te dis mais c'est quand même c'était quand même des gens extrêmement étranges pour leur entourage. Après, une fois de plus, c'était tellement inimaginable qu'il pouvait y avoir tout ça derrière que... Et puis t'as le côté aussi où c'est bêtement impressionnant d'avoir quelqu'un qui a un château. Tu dis que c'est quelqu'un d'intégré, tu vois, qui a un rang social élevé, et tu vas être moins à même de te poser des questions que si c'était par exemple quelqu'un qui vivait dans un taudis. Mais pour rebondir sur ce que disait Mélissa aussi, c'est vrai que il y a quelques années, dans les années 80 ou 90, c'était effectivement plus commun d'avoir l'original de service dans le village, ou voilà, et donc je pense que ça pouvait passer comme ça. Il y a un truc que je voulais redire par rapport à leur mise en scène pour attirer des jeunes victimes. C'est une anecdote qui m'a tellement choqué, en fait. Donc désolé, je vais choquer tout le monde si vous ne le connaissez pas. Mais c'est le fait qu'ils utilisaient le bébé, en fait, comme appât, même dans le sens où ils abordaient des jeunes filles, mais donc des jeunes filles, des ados, des filles de 14 ans, avec le bébé, en disant le bébé est malade, où est le médecin le plus proche, est-ce que tu peux monter et nous montrer où est le médecin le plus proche, ou alors avec Monique Olivier enceinte aussi. Et je crois que c'est comme ça que le premier crime a été commis. Et c'est tellement horrible, en fait. C'est hyper choquant. C'est d'une perversion, effectivement, je pense que c'est aussi l'autre mot-clé avec narcissisme, c'est perversion. Ça marche aussi auprès des gens qui le connaissaient dans l'entourage, en fait, où justement, il y a, je sais plus quelle victime il a pâté comme ça, en lui disant, tiens...
je t'emmène, on va voir mon fils, tu sais qui c'est, je t'emmène juste le voir, tu l'aimes bien. Et voilà, il y avait ce côté où même les gens qui connaissaient, ils savaient qu'il avait vu avec son fils et qu'il pouvait les emmener avec cet argument-là. Ouais. Florence ? Mais il mettait en place ce type de scénario parce qu'il savait que ça allait marcher, ça allait pas éveiller les soupçons, donc c'était fait pour, finalement. Ah oui, bien sûr, absolument. Ah non, c'était fait pour. C'est deux personnes d'une intelligence supérieure, en fait, Fourniret et Olivier. En fait, je sais pas, du coup, je connais pas l'affaire et j'ai pas vu les expertises psychiatriques. Je sais pas si ça relève d'une intelligence, mais en tout cas, c'est assez commun ça nécessite pas d'être intelligent de se dire en fait le fait qu'il y ait la présence d'un bébé ça va pas éveiller des soupçons. En fait c'est vrai que naturellement dès qu'il y a des enfants en jeu ça donne une image. Tu veux dire que c'est plus pervers qu'intelligent? Ouais, je pense. Ouais. Voilà. Mais ils ont été évalués. Sur tout ça montre que ils avaient parfaitement conscience de ce qu'ils faisaient. Bien sûr. Et qu'ils agissaient pas sur un coup de tête. Oui. Que c'était des choses vraiment calculées. C'était des scénarios pensés. Après, ça nécessite pas d'être un génie pour se dire si on utilise notre bébé, ça va ça va pas éveiller. Enfin, du coup, on va attirer la confiance. Mais alors, je pense que Mélissa reviendra pour ce qui est du quotient intellectuel de Monique Olivier. Ouais, plus Pierre, je pense. Plus toi, d'accord. Bon, on en reparlera peut-être au moment de... Mélissa, on t'a interrompu. Non, c'est pas grave. tu peux reprendre. Mais oui, voilà, du coup, Fourniret aussi, bien sûr, après avoir qualifié en fait sa femme donc de sainte laïque. On voit toujours du coup ce lexique autour de la religion. Il va abonder en ce sens en fait et la disqualifier en disant voilà, je l'ai soumise à des jeux de manipulation, pour moi ce n'était qu'un objet, que mon absence de scrupules manipula constamment, donc tout ça c'est des citations. Le petit taulard que j'étais lui a apporté la lumière dans le noir complet où elle était. Monique n'est qu'une petite fille, une ravissante idiote d'une naïveté désarmante. Donc au final, sans qu'on puisse vraiment jauger le degré d'emprise qu'il avait sur elle, ce qui est certain, c'est que Fourniret dira qu'il a senti que Monique Olivier verrait sa délinquance autrement que ses deux premières femmes. Et ça, du coup, c'est intéressant aussi de se dire que il a eu quand même 2 femmes avant avec qui il a partagé une intimité, tout un tas de choses, mais la troisième pioche était la bonne, entre guillemets, pour lui. Donc Monique, en fait, pour revenir sur elle, elle a beau se dépeindre en victime, faut quand même se dire qu'elle a pu vivre, même malgré ce qu'on a dit, assez normalement au milieu de ces atrocités, qu'elle connaissait, malgré ce qu'elle disait, tous les détails des crimes, et qu'elle-même a même brûlé des sacs appartenant à des victimes, donc notamment des preuves, avant de les disperser. Donc son QI à elle, bon désolé, je vais le dire, je vais le gâcher. Spoiler. Quel suspense. Il est estimé à 130, légèrement plus que Fourniret, et donc évidemment ça l'énerve. Et en fin de compte, c'est elle qui a fini par dénoncer et donc par mener le jeu. Mais par contre, si je peux revenir sur le QI, vas-y, je t'en prie. parce que son QI a été réévalué depuis plusieurs fois, jusqu'à descendre à 95 en fait. Ce qui la placerait pour le coup un tout petit peu en dessous de la normale, donc on passe de surdoué à un tout petit peu en dessous de la normale. Okay. Ceci dit, les psychologues et les psychiatres qui ont fait les tests soulignent qu'elle est très très peu réceptive aux tests. En fait, elle s'en fiche pas mal, et même pour certains la soupçonneraient même d'être suffisamment intelligente pour rater les tests volontairement, pour se faire passer pour plus idiote qu'elle ne l'est. Mais là vraiment ça varie de psychologue en psychologue. Certains vont dire ouais effectivement elle est très intelligente, et d'autres vont dire non elle est plutôt normale voire idiote. Ouais. Oui, parce que vas-y Florence, je t'en prie. Du coup, c'est vrai. Juste pour parler du QI et du quotient intellectuel, le score en soi ne veut rien dire, en fait. Ça, c'est juste d'une manière générale, c'est pas que chez les personnes psychopathes ou perverses. C'est toujours... en fait, on analyse l'intelligence toujours en lien avec des entretiens cliniques ou du coup, un historique ou des facteurs de développement. Et du coup, c'est vrai que suivant le moment où on passe les tests, les résultats vont pas être les mêmes. Suivant l'âge où on le fait, les résultats vont pas être les mêmes non plus.
Après, si à un moment, il y a un score qui est sorti à 130, du coup, c'est quand même, elle a réussi à un haut niveau, et ça, elle peut pas autant elle peut feindre de pas répondre à certaines questions, autant si le score de 130 à un moment il est sorti, c'est qu'elle a réussi quand même un certain nombre de tests qui sont pas réussis par la moyenne des gens, quoi. Oui, mais je crois que justement, il y avait certains psychologues qui remettaient en cause le test en lui-même quand il était mal fait, en ou quelque chose fait, régulièrement, comme ça. de toute façon, les passages le score de QI peut être largement remis en question dans la manière dont il est utilisé et analysé par la suite. C'est pour ça que, en soi, un chiffre ne veut rien dire, en fait, d'un point de vue psychologique. Il faut mieux se baser là-dessus. Après, ça donne des informations complémentaires à d'autres analyses. Mais par contre, c'est vrai que le chiffre, pour nous, ne veut rien dire, mais que, comme tu le soulignais, il y a quelqu'un pour qui ça veut dire quelque chose. C'est Michel Fourniret, qui était, quand il a appris que Monique Olivier, donc c'était pour le premier procès, était gratifié d'un, je crois que c'était 133 ou quelque chose comme ça. Il était vert de rage, fou de rage. Parce que lui, justement, il a 120. Ouais, voilà, 115, 120. Et il était fou de rage que Monique Olivier, qu'on puisse dire que Monique Olivier était plus intelligente que lui. Vraiment, ça le faisait sortir de ses gonds, quoi. Oui, parce que la dynamique du couple, c'est complètement cassé à partir du moment, graduellement d'ailleurs, ça s'est pas fait du jour au lendemain, à partir de leur arrestation. Et là, il y a eu une réponse complètement différente de l'un et de l'autre vis-à-vis de l'arrestation, c'est-à-dire que on a un Michel Fourniret qui continue d'être complètement insensible à la souffrance des familles, des victimes, alors que visiblement, quand même, la pression sociale a une certaine emprise sur Monique Olivier, et ce qui l'a amené à plus parler, à commencer à donner des éléments, et puis c'est là où d'ailleurs ils ont divorcé, et c'est là où effectivement, comme elle a commencé à rompre le pacte qu'ils avaient comment on dit, scellé ensemble en 87, c'est là où Fourniret a commencé à parler d'elle dans des termes extrêmement peu élogieux. D'ailleurs, je pense que ça, tu vas revenir dessus, mais évidemment, une des parties qui a rangé Monique Olivier, qui l'a poussé à parler, c'est le fait par rapport à son fils. C'est que son fils était important dans l'équation et qu'elle avait besoin, en fait, de retrouver son fils et de laisser le père de côté, parce que pour lui, il nuisait en fait au bien-être de son fils. Ouais. Alors, ceci dit, selon les psychologues psychiatres qui étaient présents au procès la dernière fois, c'est effectivement la pression sociale a un impact sur elle. C'est-à-dire qu'elle elle ne se sent coupable de ses crimes que dans la mesure où elle regrette les conséquences sociales qu'ils ont sur elle, mais elle ne regrette pas. Elle n'a pas de regret, pas de remords, pas d'empathie pour les victimes. Oui, c'est-à-dire que si ça n'avait jamais été su, ça l'aurait jamais atteint. Voilà. Mais du coup, je vais revenir sur son profil psychologique, pas sur celui de Fourniret, mais vraiment sur le sien. Donc du coup, t'en parlais un petit peu avant, le livre L'ogre des Ardennes de Stéphane Bourgoin, qui rapporte en fait des conclusions des professionnels qui donc l'ont vu et l'ont analysé, que je trouve assez intéressante pour expliquer le comportement adhésif de Monique Olivier. Ils évoquent d'abord son important potentiel d'adaptation et d'intégration. À la fin du livre, il y a ses résultats au test de Rosenzweig, que je ne connaissais pas, qui est aussi appelé le test de la frustration, et qui permet d'analyser les capacités du patient à résoudre les situations conflictuelles. Donc en fait, très concrètement, c'est des petites BD un peu vieilles, un peu moches, mais où en fait il y a une situation problématique qui est donnée donc, par un personnage qui parle dans un phylactère, et donc on doit répondre dans un autre phylactère vide. Et donc à chaque fois, c'est des situations où quelqu'un exprime du mécontentement, ou alors s'excuse parce que, sans le vouloir, il a fait quelque chose, il nous a fait du tort, enfin voilà. Et en fait, les réponses de Monique, elles sont assez robotiques, assez badantes, parce qu'en fait, elles sont toujours super mesurées, très indulgentes, complaisantes, à la recherche de solutions, mais pas du tout dans de l'intelligence émotionnelle ou dans de l'affect.
Et à un moment, elle va faire des reproches, mais ils sont toujours très polis, c'est absolument formel. Et quand elle est en tort, chose assez marrante, elle va se dédouaner. Donc on peut inventer ce qu'on veut, en fait. On peut très bien dire, je sais pas, à un moment, il y a oui, attendez, parce que j'ai pas encore reçu le parapluie qui devait arriver aujourd'hui. Et donc nous, en tant que client, on doit répondre. Moi, par exemple, je dirais, ouais, c'est inadmissible. Non, je dirais pas ça, mais voilà. Et, Si, je t'ai déjà vu une fois dans une boutique de parapluie, t'étais bien vénère. Hein. Non, mais voilà, je serais un peu dégoûtée. Et elle, en fait, elle évoque tout le temps son travail. Donc, comme on disait, est-ce qu'il n'est pas quelque chose quand même qui a caractérisé sa vie ? Ou alors, elle va invoquer son ignorance, par exemple, des règles. Et au final, si on résume, dans les situations de conflit, elle s'en sort toujours soit avec une belle excuse ou avec un comportement social très très normé. C'est ça en fait, moi de ce que tu m'avais lu des phylactères qu'elle avait remplis, c'est exactement la réponse attendue, mais à tel point que c'en est que c'en est froid et que ça paraît très très peu humain, tellement c'est exactement comme un robot répéterait la phrase qu'il faut dire dans cette circonstance, voilà, et sans plus, sans y mettre aucune émotion. Du coup, ça serait des phrases qui correspondraient à une attente sociale, en fait. C'est ça, exactement. C'est ça, mais une attente sociale lissée qui n'est absolument pas celle de la réalité humaine, quoi. Mais en fait, derrière ça, il y a sans doute un désir de plaire, en fait, et que du coup, il y a ça, je pense, c'est ça qui se joue derrière ce type de réponse. Mais aussi, dans la perversion, on retrouve cette forme de conformité sociale où on ne veut jamais rentrer en conflit avec l'autre pour lui plaire. Et paradoxalement, peut-être ce mouvement-là, ça lui a fait faire, du coup, cautionner des atrocités, mais je pense que ça a joué sur un autre versant où ce qui les reliait en tant que couple, c'était peut-être aussi ce délire de grandeur, où je parlais tout à l'heure le fait on ressent le fait que Fourniret cherchait à avoir du pouvoir sur les autres, et je pense que ça se jouait aussi dans leur chez sa femme. Ah, oui. Et du coup c'est peut-être ça qui les ont liés, quoi, ce que disaient de devenir comme Dieu, en fait, d'avoir ce que disaient les psychologues, le droit les psychiatres, de vie ou de mort sur les autres. C'est que dans leur couple, il fonctionnait, si on veut, de la même perversité, mais sauf que lui, il était le bras qui agit et qui est capable d'agir, et que elle a trouvé ce bras qui agit qu'elle n'était pas capable d'avoir, mais elle est aussi, elle était autant en désir que lui. Et l'inverse, justement, c'est-à-dire que t'avais l'instrument et lui il avait l'instrument, mais lui il avait absolument, ça a décuplé, selon les psychiatres, ça a décuplé sa folie meurtrière, on va dire, puisque c'est le fait d'être observé, le fait d'avoir un témoin a décuplé son envie d'être monstrueux, en fait. Et d'autant plus un témoin que lui estimait moins, en fait, que lui. Donc c'était de toute façon, il estime tout le monde moins que lui. Donc, du coup, par comparaison, il y avait ce côté où il se montrait fort devant quelqu'un de faible, en fait. C'était... Oui, c'est exactement ça, en fait. Après, là, du coup, je relis, en fait, enfin, j'ai paraphrasé ce qui a marqué dans le livre, parce que, évidemment, moi, j'ai pas ces compétences-là, mais en fait, c'est assez limpide. C'est que, donc, en fait, ils partent de sa problématique de dissimulation, donc c'est ce dont tu parlais plus tôt, donc, où, en fait, elle va se retrancher, elle va se dévaloriser, et en fait, elle va se comporter en surface, masquer ce qu'elle pense réellement pour correspondre à une attente. Ils expliquaient aussi une forme de dépendance à l'autre, donc qui trouvait dans son exposition à des situations d'échec et de rejet, dans des relations toxiques qui sont très chargées en intensité. Enfin, je veux dire, d'après ses dires, donc il y avait son deuxième mari qui lui a dit fais une fellation à ce mec-là dans la rue, quoi. Donc bon. Et là, je vous rejoins tous les deux. Ils évoquent une propension à se fondre dans l'autre, tout en le narcissisant et en le validant. Exactement, dans des comportements graves, mais c'est actif, c'est pas passif ou soumis, c'est-à-dire qu'en fait, elle facilite le fonctionnement de l'autre. Et au final, ça pourrait être quelque chose de bien,
avoir une Monique Olivier dans sa vie quand on est quelqu'un de bien, ça peut mener à des belles choses, j'ai envie de dire. Mais là, c'est terrible. Mais justement, pour revenir à ce que tu disais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à son mari, enfin son deuxième mari, en fait, elle retrouve ce que lui l'obligeait à faire dans ce que Fourniret fait aux victimes, en fait. Et il y a aussi une raison pour laquelle elle participe à ça, c'est que elle, c'est une sorte de vengeance, en fait. Et enfin, donc ils expliquent qu'elle a une espèce d'amnésie sélective, et eux ils expliquent ça, que c'est une forme de protection, de déculpabilisation, on l'a déjà vu, parce qu'il est sûr, c'est sûr qu'elle a tiré des bénéfices de cette situation. Mais voilà, une fois devant les conséquences et les preuves irréfutables, elle va dire aux familles, je regrette tout ce que j'ai fait. Mais en même temps, quand elle dit ça, c'est durant le procès, sans doute sous les conseils de ses avocats. Ouais. Donc si elle est intelligente, elle dit ce qu'il faut pour s'en sortir le mieux possible. Donc psychologiquement, on peut pas trop se baser, savoir si c'était incarné ou si elle dit ce qu'il faut pour s'en sortir, je sais pas. Comme vous le disiez, c'est plus pour se laver que vraiment, elle le ressent pas forcément, quoi. C'est plus pour se laver au niveau de l'opinion publique. Ouais. Vous voulez et du coup, j'ai juste pour conclure sur cette partie qui était assez dense, la différence entre Monique et Michel, c'est que sans elle, il aurait probablement tué, mais il se serait fait prendre, alors qu'à l'inverse, elle, sans lui, elle n'aurait jamais tué. Et au final, leurs deux modes de fonctionnement, moi je les lis, après c'est vraiment moi ma vision, si vous me permettez, c'est absolument archétypal de la masculinité et de la féminité toxique, c'est-à-dire que lui il est dans une démonstration de force, d'ascendant, de domination, et elle est dans un truc de care, j'ai horreur d'employer des anglicismes, mais de nurture, où elle va valider et accepter et préparer pour que lui fasse. Et du coup, en fait, leur rencontre et leur combination, ça a donné simplement l'horreur. Merci Mélissa, c'est très complet, très précis. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais peut-être après que tu aies parlé aussi de leur personnalité, si j'ai bien compris, je pourrais dire, moi, comme je les ai vus ça sera intéressant, visu, parce que à la fois ça rejoint ce qui est dit par les analyses, mais ça apporte, vous verrez, aussi un autre éclairage sur... Très bien. Très bien. Bon, on va passer à la partie de Pierre. Donc, Pierre, j'ai envie de dire, a porté le fardeau de devoir rentrer dans la tête de Michel Fourniret, pour reprendre encore les termes de Stéphane Dieu Bourgoin. Bref. Beaucoup d'admiration pour Stéphane Bourgoin, mais on ne met personne sur un piédestal, c'est un principe. Pierre, c'est à toi. Donc je vais revenir, donc je vais pas revenir vraiment dans le fond sur ce qu'on a déjà dit, en fait, sur le dessin global, en fait, de sa psychologie. En fait, c'est intéressant de savoir pourquoi, en fait, c'est devenu un tueur. Qui est-il, comment il a pu vriller à ce moment-là. En fait, il a donc son frère, donc André Fourniret, qui était donc au procès en 2008, qui, pour lui, a expliqué, en fait, clairement que il y a deux individus en lui. En fait, il y a une personne normale, donc, qui est son frère, et un assassin. Donc lui, il voit vraiment une double personnalité, et deux personnes qui peuvent coexister, mais qui vont être soit l'un, soit l'autre, en fait. Et mais on peut se demander, en fait, si on peut vraiment jouer sur deux tableaux, en fait. Qu'est-ce qui sépare ces deux parties de Fourniret ? Donc son frère, qui lui, du coup, est un bon observateur de Michel, il évoque vraiment, lui, un Michel noir, un Michel blanc. Toujours dans une optique, alors Michel blanc, pas l'acteur avec et pas Michel noir, l'ancien verre de Lyon non plus. Blague de vieux. donc pour lui, c'est vraiment une optique de personnalité duel, en fait. Donc le blanc, en un sens, c'est ce que Fourniret aurait pu être dans son esprit à lui, c'est-à-dire ce qu'il aurait voulu être. Comme explique son frère, en fait, lui, c'est quelqu'un qui veut dominer le monde, en fait. Clairement, il est dans une logique de domination. Il aurait pu, comme dit son frère, diriger une usine ou faire de la politique. C'est vraiment dans cette optique de mener des hommes et d'avoir une influence, en fait. Donc pour le coup, effectivement, ce parti politique, ça peut marcher ensemble. Là, pour le coup, Fourniret, il a vraiment choisi typiquement de s'enfoncer dans ce parti. Et donc, faute de base sociale et de connexion, en fait, nécessaire, c'est plus donc, vers cette marche qui va aller, donc vers ce fameux Michel plus noir, donc celui du meurtre, qui est plus dans le jeu et les pulsions dominatrices. Donc c'est un type de personnalité qui disparaît
dès qu'il s'agit de trouver une issue en fait. C'est-à-dire que, donc son frère le dit encore une fois très bien, le Michel Fourniret qui est en prison se considère comme un martyr. Donc pour lui, c'est un procès stalinien. C'est-à-dire que tout le monde est contre lui, il a rien à se reprocher, il est un petit peu le bouc émissaire en fait. Donc c'est le Michel Blanc qui est en prison, c'est comme ça qu'il se protège. C'est comme ça qu'explique son frère en fait sur sa manière d'être en prison. Et c'est d'ailleurs plus ou moins sous ce masque qu'est perçu Fourniret à l'extérieur à l'époque en fait. C'est-à-dire que pour un temps il travaille dans l'industrie, pour un autre temps il est dessinateur industriel, et il a une femme, il a un enfant. Donc il a vraiment ce côté impliqué dans la société et dans une sorte de normalité en fait. Mais en fait c'est un contexte qui a déjà été le centre de sa vie à plusieurs reprises. C'est-à-dire que il a déjà eu une compagne, il a déjà été intégré, et à chaque fois en fait ça a été brisé pour des faits de violence physique et sexuelle pour lesquels il s'est retrouvé en prison notamment. Et donc en fait tout ça est une vraie façade. C'est vraiment un mur qui met entre lui en fait et ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire que en un sens c'est là-dessus qu'on repose ce qu'il est, c'est-à-dire non pas sur le fait de vivre une vie normale, donc qui est d'un coup brisé par un accès de meurtre, mais par une volonté de contrôle en fait, de réelle soumission. Donc il y a un article du Monde justement de 2008 où le psychiatre Daniel Zaguri donc en parle, et donc lui il est vraiment connu pour une expertise sur la psychopathologie. Il explique clairement que pour lui le motif sexuel c'est pas vraiment son truc, c'est pas ce qui va vraiment le motiver quoi. Pour lui c'est vraiment plus le fait de manipuler les victimes. Et d'ailleurs, on peut le voir, ça a été plusieurs fois vérifié, dans la difficulté, ne serait-ce que physique, de Fourniret à pénétrer ses victimes. Il a vraiment une sorte d'impuissance en fait devant les femmes, les filles qui ramènent chez lui pour les tuer. Donc pour le psychiatre, lui, tout est affaire de recherche de pureté, de virginité. Alors, de son point de vue, ces causes sont évidemment multiples, mais il revient surtout en fait sur par rapport aux parents, comme on en parlait, sur donc la séparation. Et donc l'alcoolisme qui est une place centrale, et donc comme on parlait de Mélissa tout à l'heure aussi, son rapport à le fait d'avoir vu sa sœur donc déféquer dans un seau. Donc pour le psychiatre c'est vraiment ça qui aurait pu déclencher une obsession en fait, notamment sur la vision de la féminité contraire à ses schémas de pensée à lui. Et d'où en fait cette volonté plus tard de chasser des personnes qui ont une sorte de profil qui va rappeler la pureté, qui vont pas être pervertis en fait par ce qu'il y a autour d'elles-mêmes, et qui vont rester des femmes pures. Et donc en fait c'est donc des jeunes filles d'apparence plutôt juvénile, et ça tient vraiment du pur fantasme. Et en même temps ça paraît être vraiment une sorte de délire en fait, plus qu'une vraie raison. Plusieurs psychiatres qu'on peut le rencontrer notamment expliquent que ces motivations profondes tiennent surtout de la jouissance perverse, à savoir qu'il peut donner la mort à n'importe quel moment, plus que justement ces notions de pureté et de virginité. Donc en fait, comme dans le cas du Michel plutôt blanc et plutôt noir, cette obsession-là, c'est une sorte de couvercle qui est vissé sur les agissements d'un pervers narcissique qui sont poussés au paroxysme. Donc le plaisir qui retient de la domination de ses victimes, c'est celui vraiment du meurtre en fait, c'est rien d'autre, c'est plus vraiment qu'une déconstruction de la virginité. Et même s'il nomme, comme tu disais Mélissa, ses victimes des membranes sur pattes. C'est toujours une tentative en fait d'emprise, de déshumanisation dans un complet délire mégalomaniaque, et qui implique de se penser plus intelligent que les autres. Et ça c'est quelque chose qui revient très souvent en fait. Oui. Et notamment en fait toujours pour le psychiatre Daniel Zaguri, en fait quand Fourniret était condamné en 2008, il a dit un truc important, c'est il a indiqué ne pas nier être impliqué dans l'affaire Estelle Mouzin. Donc pour le psychologue en fait le simple fait de dire ne pas nier, en fait pour lui il reconnaît le style de Fourniret dans son langage, c'est-à-dire qu'il ne nie pas, c'est-à-dire que c'est une sorte de double négation, et qui en fait le met en position de force, c'est-à-dire que il va laisser, comme on disait en fait, une sorte d'entre-deux sans vraiment jamais annoncer ce qu'il a pu faire. Et donc il continue en disant que c'est vraiment un tueur qui est assez semblable à ce qu'on voit aux États-Unis, surtout dans son côté grand tueur. En fait, il est fier d'être un grand tueur, d'être orgueilleux. Et il est content en fait d'avoir des sortes de comebacks médiatiques réguliers, comme on disait. Et il travaille vraiment là-dessus. En fait, il travaille alors je sais pas si justement il a été influencé par la vision de tueurs américains. Est-ce qu'au fur et à mesure il a conscience de ça, mais vraiment c'est quelque chose qui met en avant le fait de toujours vouloir être en avant médiatiquement, et dès qu'il justement il est mis devant les caméras, dès qu'il est face à des journalistes ou des enquêteurs,
c'est là qu'il va vraiment pouvoir vivre ses crimes. Oui, c'est ça rejoint aussi, j'avais lu l'anecdote, je suis pas du trou, je suis pire que du trou. Exactement, c'est ça, oui. Ouais. Et qu'il a dit à une victime, c'est ça? À une victime, ouais. Bah, la dernière, je crois, celle qui s'est échappée d'ailleurs, et par laquelle il a été arrêté. C'est ça, et c'est elle qui répétait justement qu'il lui avait dit ça. Parce qu'il a, pour revenir sur ce que tu disais sur le fait que c'était pas forcément l'acte sexuel qui était la finalité de son comportement, c'est vrai qu'il a visiblement il a kidnappé énormément de jeunes filles ou de petites filles, certaines même plusieurs fois en fait, avant de passer à l'acte, et visiblement ça faisait partie des choses qui lui plaisaient, quoi. Mais notamment, pour rentrer dans les détails pour le coup vraiment sordides, c'est-à-dire que pour plusieurs fois en fait il a demandé à Monique Olivier de vérifier si les jeunes filles étaient vierges ou pas, et il fallait qu'elle l'excite sexuellement pour qu'il puisse passer à l'acte. C'est-à-dire que c'était pas un passage direct, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'il soit dans des bonnes circonstances pour le faire. Donc c'est pour ça que de base c'était pas une pulsion de sexuelle, c'était vraiment une pulsion de maîtrise en fait. De contrôle. Ouais. Mais du coup, dans le passage à l'acte, est-ce qu'il n'était pas favorisé par le rôle de sa femme, qui elle était beaucoup plus perverse dans le sens bien sûr. Passage à l'acte. Et lui, en fait, ils se sont retrouvés dans leur mégalomanie, bien sûr. Mais du coup, on sent que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où elle regrette pendant les procès, etc. Moi, je sens quand même une perversion chez elle, c'est que elle le pousse à agir, et c'est pas anodin le fait qu'il lui demande la validation à elle pour qu'elle soit dans la boucle, et en fait, ils sont tous les deux dans ce truc-là. Mais ça, c'est que vraiment techniquement, en fait, sur plusieurs viols, en fait, il a demandé de lui faire une fellation avant et de l'exciter sexuellement. C'est-à-dire que il avait besoin que elle soit son intermédiaire, en fait. Et justement, c'était même pas une demande d'ailleurs, c'était elle qui prenait les devants et qui mettait ça en place pour que le viol ait lieu derrière, en fait. Oui, c'est ça. Parce que elle, sans doute, bon, c'est horrible, mais elle lui signifiait, si tu fais ça, tu seras comme un dieu à mes yeux. Et lui, étant donné que c'est son but d'être tout puissant, d'être identifié dans ses yeux à elle comme ça, s'il passe à l'acte. Du coup, il le fait parce que son moteur à lui, c'est d'être tout puissant. C'est pas, je pense, de. Non, ça, c'est que si effectivement, je pense que si effectivement il a pu passer outre le sexe pour se mettre en avant, il l'aurait fait. C'est-à-dire que oui, bien sûr. Là, il y avait un côté où c'était une sorte de. Enfin, c'est horrible, mais une sorte de convention en fait, par rapport à elle, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Un truc qui s'est joué entre les deux, où en fait ils ont chacun utilisé leur moteur dans cette rétrocité. C'est ça. Et donc pour venir effectivement à la manière dont il se décrit lui-même, il a vraiment donc transmis un document à la cour d'assises à l'époque, en se décrivant lui-même comme un être mauvais et dénué de tout sentiment humain. Donc il a quand même cette vision-là en fait de lui. Mais je pense que je pense que ça participe aussi à sa propre édification. C'est ça. Complètement. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour donner cette image en fait de monstre, et c'est ce qu'il recherche. Et notamment en fait ses aveux sont très froids. Donc et les récits donc de tous les interrogatoires montrent une personnalité vraiment égocentrique totale. Et donc là, comment dire, il est en fait souvent vu comme quelqu'un de très intelligent, de mégalomaniaque, de manipulateur. Mais c'est vrai il y a toujours cette petite question quand même de mettre en avant le fait qu'il ait fait quelques erreurs dans son parcours qui peuvent questionner son intelligence profonde, notamment le fait d'avoir enlevé plusieurs jeunes filles dans un même véhicule, par exemple. Où pour le coup, s'il le remarque une fois, et si justement les policiers commencent à s'intéresser à lui, c'est une erreur bête en fait, c'est une erreur fondamentale pour une personne intelligente. Après, il y a aussi ce sentiment d'impunité dont on a parlé, qui fait qu'en fait, le mec repousse à chaque fois les limites. Et pour cette histoire de je suis pas du trou, je suis pire que du trou, à ce moment-là, quand il dit ça à sa victime, il n'a fait que, entre guillemets, la kidnapper. Et du coup, on a en fait sa mégalomanie dans cette espèce de présage, et qui d'ailleurs va être ce qui va conduire à sa fin, heureusement.
Mais donc du coup, de plus en plus, en fait, il prend de moins en moins de précautions, et c'est un truc qu'on voit aussi dans les serial killers, c'est que leurs derniers crimes sont de moins en moins bien préparés, et ils se sentent pousser un peu des ailes, quoi. Je crois qu'il y a souvent un paradoxe chez les serial killers, c'est à la fois justement ce sentiment d'impunité dont ils jouissent, c'est-à-dire je suis plus intelligent que la police, je les mène sur des fausses pistes, etc. Et en même temps, quand ça marche trop bien, justement le jeu n'est plus rigolo parce que voilà, il faut être attrapé à un moment donné, ou en tout cas il faut être vraiment en danger d'être attrapé, donc Mais oui, c'est la question de l'intelligence de Fourniret, c'est une question pour le coup. C'est effectivement, il a été évalué à je sais plus combien, 124 je crois, ce qui le place dans les 8% je crois de la population les plus intelligents. Il joue beaucoup aux échecs, il est paraît-il très très fort aux échecs, mais en même temps il en fait beaucoup avec ça. Il avait demandé à son avocat Pierre Blocco un nouvel ordinateur plus fort parce que le sien n'était pas assez fort. Il corrige la littérature française. Ouais. Voilà. Il y a des lourdeurs dans Flaubert. Son hobby, c'est de corriger les chefs-d'œuvre de la littérature française. Et apparemment, ce qu'il en ressort de ce qu'il écrit, c'est illisible tellement c'est nul en fait. Donc voilà, après j'ai envie de dire, au bout d'un moment, si on pousse le raisonnement, ça revient même à définir l'intelligence. Mais ce qui est sûr, c'est pervers et calculateur, oui, intelligent. Bon. Mais ça, et ce qui est étonnant, c'est que justement, quand il aime pas du tout qu'on lui parle de son QI en fait. C'est-à-dire qu'il a comme ça, alors je sais pas si c'est depuis qu'il a été comparé avec Monique Olivier. Je crois qu'il a pris cher. Ouais, c'est possible. mais c'est vrai que c'est quelque chose. En fait, on sent qu'il y a une fuite par rapport à ça, de se dire. Enfin, je me définis pas comme quelqu'un d'intelligent, je me définis comme quelqu'un qui domine en fait. Donc on n'a même pas à questionner en fait, on n'a même pas à lui parler de son QI parce que de base pour lui, il est dominant de fait en fait. Et justement c'est ça qui résume vraiment qui il est, c'est-à-dire que en fait il est vraiment dans le besoin d'un regard porté sur lui qui soit un regard d'idole en fait. Et justement en fait il veut croire que ses victimes sont consentantes en fait. Et comme dit encore une fois le psychiatre Zagouri, il veut croire que ses victimes sont consentantes et il tue ce qu'il idolâtre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette espèce de retournement en fait de comme si le regard le bénissait entre guillemets, qu'il avait besoin de tuer ce qui pouvait en fait lui faire du bien, comme pour vraiment le prendre pour lui et que ça lui appartienne. Et juste donc pour terminer en fait. Avec je trouve un avis des experts qui résume très bien qui il peut être. Donc, pour eux, c'est un absolu raté de l'existence et un monstre, mais un monstre sûrement pas. Et je trouve que ça résume très bien, c'est-à-dire que lui, il veut se donner cette symbolique de monstre, il veut exister en tant que monstre, alors que c'est, pour ces analystes-là, un paumé qui a dérivé sur une piste de meurtre et de violence sexuelle. Bon. Bah merci Pierre, merci beaucoup, bravo. Il y a une anecdote que j'ai envie d'ajouter avant de passer la parole à Manu, c'est l'histoire du jardin d'enfants en fait. Donc Michel Fourniret a toujours gardé une demeure dans les Ardennes, à Floing je crois, où il retournait toujours en fait, même, peu importe son lieu de vie, parce qu'il y a eu le château du Sautou, après il y a eu une maison en Belgique, et en fait à côté de cette maison il a construit un jardin d'enfants en fait. Un jardin d'enfants, et suivant une architecture qui semble-t-il, selon un dessin qui semble-t-il celui de la petite ours, la constellation de la petite ours, avec une statue de la Vierge Marie qui prédomine, puisqu'il est très fan de la Vierge Marie, parce que la virginité, etc. Et un pommier planté là où est censée être l'étoile du berger. Donc les voisins trouvent ça extrêmement bizarre, et étant donné la nature joueuse comme un chat joue avec une souris avant de la tuer,
de Fourniret, on se demande s'il n'y a pas, s'il faut, c'est pas un endroit où il faut creuser, et peut-être qu'un jour il va dire jardin d'enfants, machin. Enfin voilà, sa perversité est sans limite, quoi. C'est assez effrayant. Après, monstre, pas monstre, etc. Ça devient vraiment philosophique et ça pose des questions profondes sur la nature humaine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, je pense. C'est justement ce qui avait été dit à l'époque pour Ed Kemper, justement. C'était toute la volonté de désacraliser le tueur en série, c'était de comprendre ses motivations pour essayer d'être bien. De dire que c'est un être humain et pas un monstre. Si c'était un monstre, on pourrait pas le juger de toute façon. Ouais, absolument, ouais. Donc moi, quand j'étais au procès, moi c'est la première et la seule fois que j'ai vu un tueur, là en l'occurrence un couple de tueurs en série. Donc évidemment c'est un peu particulier avant de voir des gens comme ça en vrai, parce que y a forcément un petit peu de curiosité et on se demande si il y aura quelque chose qui transparaîtra de leur personne même. Est-ce qu'il y aura une aura particulière, est-ce que dans les yeux, etc. Et en fait, pour Michel Fourniret, je me suis très vite... j'ai pas été déçu parce que justement je le sacralise pas, mais en tout cas on se retrouve vite face à quelqu'un d'assez petit, d'assez mesquin, et en fait moi l'impression que ça m'a donné, c'est très très vite de me dire mais en fait c'est juste vraiment un gros con, et c'est-à-dire c'est quelqu'un qui adore jouer avec pas avec ses victimes d'ailleurs, pas qu'avec ses victimes, avec tout le monde, avec la cour, à se faire supplier pour avoir la moindre information, à revenir sur ses paroles, à donner un petit peu puis à reprendre, etc. Mais d'une manière tellement grossière, justement. C'est pas quelqu'un de séduisant, c'est pas quelqu'un d'habile dans sa manière de quémander. Il le fait plus comme un enfant, et alors, évidemment, quand il s'agit de choses très très importantes, comme par exemple, où est caché le cadavre, ou qui as-tu tué, évidemment qu'on est complètement démunis, parce qu'il nous faut absolument la vérité. Mais la plupart du temps, en fait, on a simplement envie de ne pas lui parler, et de fermer la porte, et de ne pas l'entendre, parce que c'est pas intéressant, parce que c'est pas intéressant de parler avec des gens cons. Pour le coup, c'est pas idiot, c'est pas bête, c'est con dans le sens, comme on dirait de quelqu'un, c'est un sale con. Et c'est cette impression que ça m'a donné. Et pour Monique Olivier, par contre, c'est très 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 différent. Et là, pour le coup, je dois reconnaître une certaine forme, peut-être pas de fascination, mais en tout cas c'est quelqu'un de très très intriguant, et qui donc se présente elle-même comme une idiote, qui est présentée par tout le monde comme une idiote, y compris d'ailleurs par beaucoup de ces psychiatres et de ces psychologues, et qui a pour le coup vraiment l'air d'une idiote. La manière dont elle s'exprime, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une idiote, mais elle semble totalement absente de sa vie. Mais vraiment, et à chaque fois, moi, la réponse qui revenait le plus souvent quand la cour lui demandait, à ce moment-là, par exemple, quand ils ont tué Farida, vous étiez dans la voiture, de quoi vous vous souvenez? Est-ce que vous avez entendu crier? Est-ce que vous avez entendu ceci, cela? Elle se rappelle jamais de rien. Bon, évidemment, ça l'arrange de ne pas se rappeler, mais à chaque fois, et pour tous les crimes, tout ce dont elle se rappelle, c'est je me souviens quasiment de rien. Tout ce dont je me souviens, c'est que le temps m'a paru très long. Et on a l'impression qu'elle a assisté à toute sa vie, comme elle était sur cette terrasse dont je parlais tout à l'heure en fumant des cigarettes, en attendant que le temps passe, et le temps lui paraît très long. Et au procès, moi où j'étais, elle était exactement comme ça. C'est-à-dire, elle était complètement effacée, et on avait l'impression qu'elle regardait... si vous voulez, un mauvais film ou une mauvaise pièce de théâtre qu'on regarde que d'un œil en s'ennuyant vraiment, en se disant bon, pourquoi pas, puisque de toute façon j'ai rien de mieux à faire. C'est comme une sorte de sentiment d'irréalité en fait. C'est ça. Elle se voit vivre de loin en fait un petit peu. C'est ça. Et alors Michel Fourniret et Monique Olivier aujourd'hui ne s'entendent plus du tout, et surtout lui. Alors déjà, lui l'appelle Monique Olivier. Quand il parle d'elle, il dit Monique Olivier a fait ceci, a fait cela, et elle l'appelle Fourniret. Fourniret m'a amené à tel endroit, à tel endroit. Et alors, Michel Fourniret a des mots extrêmement durs pour son ex-femme.
alors qu'elle était assise vraiment à côté de lui. Alors de souvenir, il disait c'est une pure idiote, c'est un pétrin tout juste bon à être modelé, elle a rien entre les deux oreilles, enfin voilà, c'était que des mots comme ça, et vraiment des mots très très difficiles où à un moment le président lui a dit mais elle doit bien avoir des qualités, enfin, voilà, vous l'avez épousée, il y a bien quelque chose, et il dit elle a sûrement des qualités mais moi je ne les ai jamais connues, par exemple. Et alors il la traite d'idiote, et c'est très très curieux de détourner le regard sur cette femme qui est assise à 1 mètre de lui, qui est en train de se faire traiter d'idiote, et dont on parle constamment à la 3e personne, qui était complètement absente de son procès, et de la regarder les yeux dans le vague, et de se dire, mais c'est vrai qu'elle a l'air d'une crétine, mais vraiment. Alors que, quand elle s'exprime, en fait, elle s'exprime... en tout cas, elle comprend ce qu'on lui dit, elle répond pas à côté de la plaque, ni rien, mais effectivement, il y a cette air d'absence, et par contre, il y a quelque chose qu'a fini par dire Michel Fourniret et qui paraissait très très juste, pour une fois. Tu parlais qui réécrivait la littérature française, mais ça se voit même dans la manière dont il parle. Par exemple, en fait, il s'exprime tout le temps comme si il est obligé de parler de manière extrêmement correcte ou Voilà, comme s'il écrivait un livre, comme s'il était en train d'écrire sa propre autobiographie, mais comme s'il écrivait un livre au 19e siècle, ou en tout cas de la manière dont il a... Alors par exemple, quand on lui pose une question sur qui l'embête un peu, par exemple, mais à ce moment-là, votre femme vous a quitté parce que vous aviez commis un viol, il veut dire « je n'en ai aucune souvenance ». Il répétait ça tout le temps, ce genre de choses-là. Et bref, il a fini par nous dire quelque chose qui était assez juste sur Monique Olivier. Il nous a dit « mais vous savez, dans la littérature, il y a un livre qui s'appelle L'étranger de Camus. Et ben pour moi, Monique Olivier, c'est l'étrangère. » Et vraiment, c'était vraiment ce... Pour le coup, on n'a pas l'impression que Monique Olivier soit assez intelligente pour jouer un tel rôle. Elle avait vraiment cet air-là, l'air d'être étrangère à sa propre existence, quoi. Maman est morte, c'était hier ou peut-être aujourd'hui. C'est ça les premières... Ouais, tout à fait. Bon, c'est intéressant d'avoir ton ressenti, toi qui as assisté à cet événement-là. C'est d'ailleurs probablement pas le dernier procès Fourniret, il est fort probable qu'il y en ait encore d'autres, mais parce qu'il y a encore des instructions en cours sur 3 autres victimes qui n'ont pas encore été jugées, enfin dont le cas n'a pas été encore jugé. Ça pose d'ailleurs aussi beaucoup la question de ces procès, à quoi ça sert de faire des procès pour des personnes qui ont déjà été condamnées à la peine maximale. Et on peut aussi le prendre à l'envers. Il y a aussi des gens qui disent, je fais une parenthèse juridique, c'est de dire finalement quand on divise la peine par le nombre de victimes, ça fait un nombre d'années de prison ridicule par crime. Est-ce qu'on ne devrait pas cumuler les années de prison comme dans certains pays, en Espagne ou aux États-Unis? Voilà. Bon, c'est un débat juridique que je trouve intéressant vis-à-vis des familles de victimes, en fait. Et parce que à chaque fois on repose la question, mais à quoi servent ces procès? Ils servent quand même principalement aux familles, quoi. Ça c'est compliqué, c'est qu'effectivement tu as les deux aspects, ça aide à faire leur deuil, et dans l'autre sens, quand c'est justement face à un Fourniret qui est toujours soit dans le déni, soit dans le mensonge, il y a un côté un peu insupportable. C'est ça, je pense qu'au moment comme justement pour ce dont on parlait, l'ancien braqueur, en fait, enfin qui était en relation avec le gang des Postiches, qui demandait clairement à chaque fois à Fourniret s'il avait tué sa femme, et il lui disait vraiment qu'il ne le respectait pas, mais qu'il avait besoin de savoir, et que c'était une femme brillante. Il avait dépeint vraiment un portrait de sa femme extrêmement louable. Il disait j'en ai besoin juste pour aller me recueillir sur sa tombe, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent demandé à Fourniret, et qui pour le coup il botte souvent en touche. Bon, je sais pas si on a fait tout le tour, parce que il y aurait de quoi encore sans doute en raconter, mais merci à vous. Merci. Merci beaucoup pour vos contributions. C'était très intéressant. Qui étaient très précieuses et complètes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on referme ce chapitre pour aujourd'hui, en tout cas? Sur Fourniret? Sur Fourniret, ou sur, je sais pas, sur des sources que tu as utilisées pour préparer l'émission, par exemple, et qui t'ont particulièrement marqué, ou une recommandation de lecture pour aller un peu plus loin sur le sujet, si on le souhaite. Y a un très bon podcast, on en parlait tout à l'heure avec Manu,
sur donc Estelle Mouzin, qui est sur France Culture. Ouais, Estelle disparue. Ouais, Estelle disparue, exactement. Formidable, ouais. Et qui est très long, mais assez digeste, parce qu'il est coupé en plein de petits morceaux. Et du coup, c'est super complet. C'est au niveau du travail humain, policier qui a été fait, c'est vraiment super. Et du coup, voilà, ça boucle. Peut-être un jour, on saura ce qui est arrivé à Estelle, quoi. D'accord. Alors, je peux conseiller quelque chose aussi. Vas-y, mais bien sûr. Je peux conseiller la série d'articles de Patricia Tourangeau dans Les Jours, qui s'appelle Le Magot, et qui raconte à la fois le parcours criminel de Michel Fourniret et celui du gang des postiches en parallèle, et le moment où leurs destins se sont croisés. D'accord. C'est très très bien. Et justement, et pour revenir aussi, alors pour le coup c'est vraiment un sujet connexe, mais tout à l'heure on parlait du grêlé en fait, et juste pour les gens qui ne savent pas à quoi on faisait référence, en fait il y a une affaire sensible qui est très intéressante dessus, qui rentre vraiment bien dans les détails et qui explique à quel point ça a été une affaire compliquée et ce qu'elle a apporté à la justice. Donc voilà, ça peut être intéressant de l'écouter aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, sur le grêlé, il y a eu l'affaire sensible, du coup, mais il y a eu une autre série très très longue sur le grêlé, qui est pareil en plusieurs podcasts et qui est... je peux encore écouter. Qui est vraiment super. Et comme Estelle, en fait, ça rend fou parce qu'on sait très bien que, voilà, spoiler, c'est pas résolu. Mais en fait, les épisodes sont géniaux. Bref. Et Florence, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, juste tout à l'heure, je sais pas, on vous écoute en parler parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas préparé le sujet spécifiquement, je savais même pas de qui on allait parler quand je suis arrivée. Mais en fait, du coup, je me disais, à un moment, on parlait, c'est un sujet qui revient souvent, les pervers narcissiques, et je pense dans ce couple-là, de ce que j'en perçois ou de ce que j'en ressens, je pense que le côté pervers était plus joué par Monique et le côté narcissique qui était plus joué par Fourniret, et du coup ils sont bien assemblés parce que les deux vont bien ensemble. Ouais, donc c'est un peu ce que je ressens. Mais après c'est l'assemblage des deux qui fait le cocktail absolument. Voilà. En plus il n'y avait pas que ce côté pervers et narcissique où il y avait le côté mégalo et psychopathe qui fait un peu un cocktail horrible, mais voilà, voilà, c'est juste mes ressentis, ce que je ressentais un petit peu de ce couple meurtrier, parce que moi je considère qu'elle aussi, elle a porté la justice a tranché dans ce sens-là également, donc ceci dit, la justice lui a reconnu une responsabilité un peu moindre que celle de Michel Fourniret. Bon, pas beaucoup, elle a pris quand même perpétuité, mais avec une peine de sûreté moins longue. Mais alors que je crois que les réquisitions et les parties civiles voulaient qu'ils soient traités de la même manière, comme un couple meurtrier, ce qui n'a pas été le cas pour les jurés. Ouais, c'est ce que je ressens. Moi du coup, petit troco, c'est le podcast Magma qui avait fait un épisode où on a un témoignage d'une demi-heure de Pierre Blocot, qui était l'avocat commis d'office un des 3 avocats commis d'office par Michel Fourniret pour Michel Fourniret en 2008. Et son récit est assez éloquent. Enfin, je pense que ça sera intéressant à écouter avant ou après cet épisode. En même temps, si vous écoutez ça sera forcément après. Parce que lui, c'est du ressenti, c'est des touches un peu c'est des anecdotes sur son rapport avec Fourniret, notamment sur la mégalomanie de Fourniret, sur pas mal de choses, et puis surtout ce type-là, c'est un avocat à Charleville-Mézières depuis des années, et puis du jour au lendemain on lui dit tu vas défendre Michel Fourniret, quoi. Donc il raconte comment il s'est retrouvé à devoir vivre avec ça et à gérer ça, et c'est assez passionnant et très très touchant. C'est quelqu'un qui est extrêmement qui a une grande dignité, beaucoup d'humanité, et c'est très très intéressant et très touchant. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? C'est traditionnel. En fin de podcast, on dit toujours où est-ce qu'on peut se retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mélissa ? Oui, moi sur Instagram, du coup, je fais des collages. C'est un peu plus joyeux. Quoique. Non, si, ça va. C'est un peu plus joyeux. Du coup, c'est @easily thrilled,
L-Y-T-H-R-I-2-L-E-D. On le mettra en lien, Ouais. pas de panique. Ok. Ok, cool. Florence, où est-ce qu'on peut te retrouver Oui, alors moi je vais citer j'ai une page internet en fait, un site Ouais. internet qui regroupe un petit peu toutes mes activités de psychologue. Et du coup c'est F de surhumain, DESUREMAIN, tiré du milieu psy.fr. Très bien. Manu, où est-ce qu'on peut te retrouver Eh ben, moi, j'écris tous les mois dans un magazine de jeux vidéo qui s'appelle Canard PC. D'accord. Voilà. Et on peut retrouver par contre les chroniques judiciaires dont j'ai parlé sur Vice et sur le site Épris de Justice. Ok, très bien. Et Pierre? Et ben moi je suis son collègue pigiste de Canard PC. Et donc je pige aussi pour le Mag JV, Ok. pour Video Gamer, pour le Journal du Geek. Et là on a un bouquin qui est sorti chez Ferd sur Devolver, qui sort jeudi là. Et on peut t'en parler sur Twitter si on veut. Exactement, oui. Parce que j'ai un tuteur qui est un peu compliqué, mais on mettra en lien je pense aussi. Ouais. C'est un tuteur que je choisis quand j'étais jeune et c'était... quelle D'accord. erreur. Et toi Manu, je sais pas, t'as des comptes réseaux sociaux, on peut te retrouver ou pas spécialement? Twitter aussi. Ok, ouais. très Ouais. bien. Moi aussi, vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous voulez, Martin Gamara. Voilà, j'ai remplacé Zef au pied levé aujourd'hui. Zef a animé le premier épisode. Je pense qu'il reviendra à l'animation sur le prochain, si tout se passe bien. Et moi, je m'occupe de Micro Stockholm. Dans Micro Stockholm, il y a pas mal d'autres podcasts. Comme C'est qui le plus fort, où on fait des battles mais de gens qu'on aime. On fait pas des battles de tueurs en série parce que ça nous intéresse pas de les glorifier, ces gens-là. Et mais il y a de la demande. Il y a des gens qui demandent des battles de dictateurs ou de tueurs en série. C'est non, ne demandez pas. Puisque Microstockholm coproduit Mr. Anyone avec VHS, Vaisseau Hypersensas, qui est un très chouette label de podcast qui fait plein d'autres podcasts que je vous conseille vivement. Et voilà, et écoutez, merci beaucoup, merci tout le monde, et puis merci à toi. Merci, oui. on se retrouve peut-être, je sais pas, dans 2 mois. J'ai l'impression qu'on a notre rythme de croisière tous les 2 mois. Ouais. C'est ce qu'il faut peut-être pour digérer, Ouais. hein. Bon, allez, à bientôt. 2 mois pour dormir. Salut.